János Székely, L'enfant du Danube, roman. Livre 1, Le beau jeune homme et moi. Comme dans un roman à un sou, ma vie débuta par une tentative de meurtre sur ma personne. Dieu merci, cela m'arriva 5 mois avant ma naissance. Je pense donc que je n'en fus pas autrement affectée. Et pourtant, si ce qu'on dit au village est vrai, le danger était d'importance. C'est par le plus grand des hasards que je n'ai pas été assassinée avant que cette main qui tient aujourd'hui la plume ait eu sa bonne chance de devenir une main. Ma mère avait alors tout juste 16 ans, et à moins que les apparences ne m'abusent, elle n'avait aucune envie que je l'appelle maman. Il est évident que les jouvencelles de 16 printemps n'ambitionnent guère pareil honneur, mais ma mère, me dit-on, se conduisit de façon véritablement maladive. Elle lutta contre la maternité comme si elle avait le diable au corps. Elle usait des méthodes les plus lâches, mais elle faisait aussi la tournée des églises. Elle s'agenouillait et priait, puis elle maudissait tous les saints du paradis. Elle ne voulait point me donner le jour. Ah non, par Dieu, elle ne le voulait point. Si encore j'aimais son vaurien de père, disait-elle, mais je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie et je ne sais même pas quel coin du monde la vérole est en train de le ronger. Elle disait vrai, elle avait fait la connaissance de Mihai T. à la fête des Saint-Pierre et Paul et ne l'avait jamais revu. N'empêche qu'elle s'y laissa prendre tout comme une autre. Et pourtant, ma mère n'était pas ce qu'on appelle chez nous une fille au foie blanc, toujours prête à s'acoquiner avec le premier pantalon venu. Non que je veuille l'excuser, mais je vous conte l'histoire comme elle m'a été dite par une femme du village, la tante Rosica, dont je vous parlerai plus loin. D'après elle, la pauvre Anna n'était pas plus frivole que les autres filles du pays. Elle était douce et bien tournée, avec de jolies jambes et une chevelure lustrée d'un noir de corbeau. Ce sont ses yeux dont je me souviens le mieux. Ils étaient étrangement enfoncés, petits, sombres, des yeux de paysanne, soupçonneux, un peu serviles, perçants et cependant d'une tristesse douce et sans âge. Elle vivait avec sa belle-mère. Son père était mort depuis longtemps et elle n'avait jamais connu sa mère. Les deux femmes étaient dans une misère noire. Anna gagnait sa vie en travaillant au champ et trimait comme une bête sur les terres du comte, de l'heure grise à l'heure grise, comme on dit au village. Le jour des Saint-Pierre et Paul, le comte gratifia ses paysans des réjouissances traditionnelles, et c'est ainsi que ma mère connut Mihai T. Mihai était célèbre. Les filles entre elles l'appelaient Beau Michel, en un seul mot comme je l'écris. Beau Michel était né au village, mais il avait été absent 10 ans et plus. À moins de 20 ans, c'était un gars aventureux et au sang chaud. Il s'était enfui de chez lui pour courir le monde et depuis lors, on comptait sur lui d'étranges histoires. Beau Michel avait sa légende au village. On disait qu'il était capitaine de vaisseau ou même pirate. En fait, ce n'était ni un capitaine ni un pirate, mais un habile matelot de la marine marchande. Et c'était déjà une belle réussite aux yeux des paysans. Aussi, 10 ans plus tard, Beau Michel était-il revenu au pays pour montrer combien il s'était élevé dans l'échelle sociale. Vêtu en bourreau des cœurs, il tenait une véritable pipe anglaise entre d'éblouissantes dents blanches et son coquin de petit chapeau vert avait été acheté à Buenos Aires comme il se plaisait à le rappeler. Il avait une réputation de beau garçon et le savait. C'était un fanfaron, d'humeur querelleuse, habile auprès des femmes. Il se pavanait dans le village, fier comme un paon, et on le voyait chaque soir avec une nouvelle fille du côté des meules de foin. Anna n'avait jamais rencontré Beau Michel, mais elle en avait beaucoup entendu parler. Ce mémorable soir d'été, quand elle le vit pour la première fois, elle fut très déçue. « C'est ça le gars dont vous êtes toute folle ?» dit-elle à haute et intelligible voix. « Au diable votre goût !» Les autres filles se hâtèrent de rapporter ces propos à Beau Michel, mais elles allèrent à l'encontre de leur dessein. Beau Michel aussitôt partit à la recherche d'Anna, la prit par la taille sans la plus petite explication ou la moindre entrée en matière, et dansa la tchardache avec elle. Il est impossible de reconstituer maintenant ce qui se passa au juste durant cette tchardache.
Ma mère jura après coup qu'elle ne l'avait dansé que par bravade pour faire pâlir d'envie toutes ses bonnes amies. Il est de fait qu'elle dansa avec Beaumichel jusqu'au jour, sans même jeter les yeux sur un autre. C'était en 1912, l'été avait été opulent et beau. La fête des Saints Pierre et Paul se célébrait selon les vieilles coutumes hongroises. Les villageois pouvaient se bourrer à éclater des gouillaches du comte qui cuisaient en plein air. Le vin coulait à flots. L'orchestre tzigane jouait tchardash sur tchardash. La nuit était si chaude que l'aube trouva les danseurs encore trempés de sueur, bien que le bal eût lieu sur la prairie. Un peu de vent s'était levé après minuit, mais sans apporter la moindre fraîcheur. Il paraissait souffler d'une fournaise et ne réussit qu'à mettre le feu aux lanternes vénitiennes qu'on éteignit en les piétinant. Il n'y eut plus d'autre lumière que la lune et les étoiles, mais la jeunesse trouvait cela bien suffisant, et même excessif car les couples s'éclipsaient l'un après l'autre vers des coins moins éclairés. Soudain, Beaumichel demanda à ma mère: Avez-vous un air préféré? Bien sûr, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est? C'est une vieille chanson, les tziganes ne la jouent plus guère. Pas possible, dit Beaumichel sardoniquement. Eh bien, vous allez voir, ils ne joueront rien d'autre jusqu'à l'aube. Sur ce, il tira une billet de 10 couronnes, le cracha dessus et, comme un vrai gentilhomme en goguette, le colla sur le front du chef d'orchestre. Les tziganes enchaînèrent aussitôt. Ma mère avait choisi un vieil air, une douce et simple mélodie du comte de Chaumeuil. J'ai flâné dans la verte forêt, un petit oiseau j'y ai rencontré, qui faisait son nid tout là-haut. Mon cœur est à toi, ô mon amour, ô. Comme Beaumichel l'avait prédit, les tziganes jouèrent cette chanson jusqu'à l'aube. Une ou deux fois, leur chef essaya bien d'un air plus entraînant, mais Beaumichel s'élançait aussitôt comme un taureau furieux. Que faire? Les pauvres tziganes jouèrent cette lente tchardache jusqu'à l'aube, et Beaumichel faillit donner une attaque aux autres filles en chantant à ma mère, les yeux dans les yeux. Mon cœur est à toi, ô mon amour, ô. Ce fut une nuit insensée. Tout le village était ivre, trop de vin, trop de lentes tchardaches, trop d'étoiles dans le ciel. Ce qui arrive souvent en de pareilles nuits arriva une fois encore. En fin de compte, Anna se retrouva étendue dans le foin auprès de Beaumichel. Quelques minutes seulement, comme elle le dit plus tard. La pauvre fille n'avait pas tout à fait compris ce qui se passait, que déjà le gaillard consultait sa montre et criait comme si on l'égorgeait. Au diable, je vais manquer mon train. Là-dessus, il se leva d'un bond, et avant même que la petite eût rabattu ses jupes, il était parti à travers champs. Du haut du remblai, il sauta dans le train en marche, et on ne le revit plus au village. C'est ainsi que les choses se passèrent. Ce n'était pas de l'amour, ah non, c'était tout bonnement une sottise comme on en fait beaucoup le jour des Saint-Pierre et Paul. Anna accepta cet événement comme on accepte n'importe quelle folie quand elle est faite. Elle n'en voulait pas à Beaumichel, mais ne gardait pas la moindre tendresse pour son souvenir. C'était comme ça, et voilà tout. Elle avait peut-être même oublié les yeux fascinants de Mihai, quand un beau jour elle comprit que des désagréments l'attendaient. Aussitôt elle se précipita chez les faiseuses d'anges, mais en vain. Tante Rosicoque, qui elle aussi pratiquait l'avortement à l'occasion, lui dit qu'elle avait remarqué les symptômes trop tard, comme c'est souvent le cas chez les très jeunes filles. J'avais déjà plus de 3 mois. En général, les sages-femmes de la campagne ne craignent pas de s'attaquer à des cas de plus de 3 mois, mais à ce moment, elles avaient de bonnes raisons de se méfier. Quelques 6 mois plus tôt, la servante de notre droguiste avait saigné à mort entre les mains d'une vieille sorcière d'un village voisin. Ma mère était comme folle. Elle suppliait qu'on la laissât monter dans les charrettes qui allaient au village voisin. Elle racontait ses malheurs à tous les charlatans, toutes les sages-femmes, toutes les vieilles sorcières de la région. Aucune ne lui vint en aide. Elle se contentait de lui donner le change en flattant son caprice. Elle la bourrait de toutes sortes d'onguents, d'herbes, de pilules et de conseils. Elles lui ordonnèrent des bains si chauds que pendant des semaines la pauvre fille eut le corps couvert de cloques. Et tout cela pour rien. Les mielleuses commères la saignaient à blanc, et après lui avoir pris son pauvre argent gagné si durement, elle lui disait onctueusement et d'une voix chagrine qu'hélas elle ne pouvait rien faire d'autre. Tu es venue trop tard, ma belle. Ma belle s'enveloppa dans son grand châle, car on était proche de l'avant, et elle sauta dans la rivière.
Il y avait eu une tempête de neige, l'eau charriait des glaçons massifs, et pourtant la petite paysanne ne mourut point. Elle fut sauvée et elle n'attrapa même pas un rhume de cerveau. J'avais, semble-t-il, une robuste santé même au temps où j'étais embryon. La rivière glaciale ne réussit pas à me congeler, ni les bains brûlants à m'échauder. Les onguents, herbes et pilules ne me firent aucun mal. Je vins au monde, j'étais bien vivant, solide et vigoureux. Mes petits poumons tout neufs émettaient des hurlements si perçants que, s'il faut en croire la tante Rosica, ils étouffaient les appels de la corne de bélier du bouvier. « Qu'il est laid !» dit ma mère quand elle me vit à ma naissance. Là-dessus, elle se tourna vers le mur et ne me regardait plus. Eh bien, eusse-je dû penser, si j'ai survécu malgré la rivière glaciale et les bains brûlants, je puis aussi supporter une ou deux remarques désobligeantes. Et Dieu sait que je survécus. Je grandis, pris du poids et des muscles. Comment et pourquoi, je ne sais trop. Un chien errant est mieux soigné que je ne le fus. Je poussai comme une mauvaise herbe, à l'abandon, mais indestructible. Il paraît que mon premier mot fut « au diable ». Je ne dis maman que bien plus tard. Non que j'ai été porté au badinage, mais même tout petit, on devait souvent m'appliquer ce délicieux explétif, tandis que j'avais rarement l'occasion de dire maman, mot qui dans notre région est prononcé sur un ton d'exceptionnelle douceur. 2 semaines après ma naissance, ma mère était déjà placée comme nourrice à Budapest. Elle ne venait me voir au village que 4 ou 5 fois l'an. Je ne sais pourquoi ces visites étaient si peu fréquentes. Peut-être n'avait-elle pas d'autres congés ou ne pouvait-elle payer le chemin de fer, mais il est possible aussi qu'elle continuât à me trouver trop laid. Sans doute ces 3 raisons avaient-elles leur part dans son absence. J'avais une mère, mais pourtant je n'en avais point. Tout ce bon lait qui aurait dû être pour moi d'après les lois de la nature, était sucé par le fils prématuré d'un marchand drapier de Budapest, bébé enveloppé dans du coton comme un ver à soie malade. Il paraît que les lois, même celles de la nature, sont faites pour être violées par les hommes. Je fus réveillée par quelqu'un qui me secouait par l'épaule. C'était Peter, l'un des garçons. Il était dans la paille et m'examinait avec de grands yeux stupéfaits. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-il d'un air ahuri. Rien, balbutiai-je, hébété. Je dormais. Tu criais en dormant. Je criais? Et comment? T'aurais dû t'entendre. Soudain, je me trouvais bien éveillé. J'étais terriblement honteux d'avoir crié. Qu'avais-je bien pu dire? J'aurais aimé à le lui demander, mais je n'en avais pas le courage. Ça ne te regarde pas, grommelai-je. Je lui en voulais férocement parce qu'il m'avait entendu crier. Je lui tournai le dos, mais il se rapprocha et se pencha vers moi. Écoute, Béla. Je devinai aussitôt sa voix et ses façons fleuraient le mystère. Je devinai aussitôt qu'une importante communication allait suivre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je. Peter cligna les yeux. La vieille est en pleine crise de prière. Je me levai d'un bond, mes souffrances s'envolaient. C'est ainsi que commençaient ces attaques de mansuétude. Si l'on voulait en tirer quelque chose, c'était le moment. Ces jours-là, n'importe qui la menait par le bout du nez. Un seul mot et elle acquiesçait. Les enfants le savaient et en profitaient de leur mieux, mais je n'avais jamais exploité ces crises. J'étais un voleur, une brute, un mauvais garçon, capable de tout. Mais je n'étais pas un cafard. J'aimais mieux rester en lutte ouverte avec elle. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais c'est sans doute pourquoi je l'évitais dans ces cas-là. J'avais toujours détesté et méprisé pareille méthode. Et voilà que je me détestais et me méprisais pour ce que j'allais faire. Mais je n'avais pas le choix. Je suis si malade, pensais-je, que si je n'ai pas bientôt quelque chose à manger, je suis fichu. « Vas-y, » m'encouragea Peter. Elle est agenouillée devant la Sainte Vierge. « Oui ?» hésitai-je bien que ma décision fût déjà prise. « Bien sûr, vas-y. Et puis, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu ne l'as jamais fait? Ah non. Oh, tu es cinglé. Tu aimes mieux mourir de faim.
Écoute, tu rentres bien tranquillement dans la maison, tu t'agenouilles à côté de la vieille garce et tu dis tout haut le Notre Père. C'est tout, c'est tout. Et alors elle te pardonnera gracieusement. Elle peut crever, éclatai-je rageusement. Je déteste cette vieille bique. Moi aussi, dit Peter. N'empêche, vas-y quand même. Tu sais ce qu'il y a pour dîner? Quoi? Du fromage de tête aux oignons. Alors vas-y. J'avais beau être malade, j'en avais l'eau à la bouche. D'où Jésus, du fromage de tête aux oignons. J'y aurais été en marchant sur la tête. Mais une chose m'arrêtait. Faut-il absolument que je dise une prière? Demandai-je. Non, mais ça vaudrait mieux. Je préfère pas. As-tu peur de Dieu? Il me posa la question d'un ton tellement insolent et supérieur que je me trouvai tout honteux. Peter était déjà en 3e année, il était moins fort physiquement que moi, aussi aimait-il à m'éblouir de ses prouesses intellectuelles. Je ne savais que répondre. Je dois avouer qu'à l'âge de 6 ans, je n'avais guère prêté attention aux subtilités de la théologie. Ils en sont peut-être déjà là en 3e année, pensai-je. Comme j'étais un garçon prudent, je préférais ne pas me compromettre. Peter perçait à jour mes pensées et jouissait évidemment de sa supériorité. Il se rapprocha et m'examina, les sourcils froncés. Il prit un air profond et entendu, aussi fier que s'il avait rossé un de nos camarades. « Je n'ai pas peur de lui, tu comprends? »« Tu n'as pas peur de Dieu? »« Sûrement pas. Il se fiche pas mal de nous autres pauvres gosses. Mon vieux, tout ça, c'est de la blague. Est-ce que Jésus t'a jamais donné quelque chose à manger? Fichtre non. Tu peux toujours crever de faim. Il s'en moque. Je n'ai pas raison. » Là non plus, je ne savais que répondre. Il était bien vrai que Jésus ne m'avait jamais rien donné à manger. Pourtant, je me souviens très bien que cette remarque m'irrita sans que je sache pourquoi. Peut-être mon inconscient cachait-il quelques instincts religieux. Peut-être étais-je agacé tout bonnement des fanfaronnades du garçonnet. N'empêche, c'est un péché de prier en se moquant, dis-je. Peter ricana avec mépris. Oh, n'est pas la frousse, tout ça c'est de la blague. Fais seulement comme moi. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je rentre dans la maison, je m'agenouille près de la vieille garce, je roule des yeux bien saintement, puis je marmonne la prière avec beaucoup de sentiment, comme si je regrettais terriblement tous mes péchés. Mais en même temps, je me répète tout bas. Pater noster, un dindon est ton père, ta mère est une oie et l'idiot, c'est bien toi. À ma grande surprise, j'éclatai d'un rire violent et inexplicable. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'en pleurais, tout mon être affaibli était douloureusement ébranlé. « Répète, lui dis-je hors d'haleine. Comment dis-tu? » Nous nous pâmions de rire, piaillant, gambadant, nous tapant dans le dos, nous hurlions le stupide petit couplet. Pater noster, un dindon est ton père, ta mère est une oie, et l'idiot, c'est bien toi. Nous étions comme saouls. Une fois calmés, Peter posa sa main sur mon épaule tel un maître d'école et me demanda « As-tu encore peur, mon garçon ?»« Diable non, répondis-je avec défi. Et ne m'appelle plus mon garçon ou je te botte les fesses. Une fureur sauvage terrifiante m'enflammait. Pas besoin de craindre Dieu, ce qui compte c'est de ne pas mourir de faim. Je me redressai, fourrai mes mains dans mes poches, appuyai mon menton contre mon cou et intrépidement je quittai le dortoir puant. Peter me cria quelque chose, mais je n'écoutai même pas. D'un pas lourd, majestueux, je traversai la cour jusqu'à la cuisine. La nuit tombait à peine. Un silence mystérieux planait sur la cour. Les enfants avaient dû sortir, pas un son, sauf la voix fausse de la servante qui chantonnait. Le silence n'en paraissait que plus profond. Il soufflait un vent froid, l'automne était déjà dans l'air. J'étais gelée et pourtant la sueur coulait sur mes flancs. Je devais avoir une grosse fièvre. La servante cessa de chanter quand je traversai la cuisine et me fixa de ses yeux vides.
J'avais l'impression d'être conduit par une volonté extérieure. Résolument, j'ouvris la porte de la belle chambre. La vieille femme était bien agenouillée devant la Sainte Vierge. Elle tourna la tête quand j'entrai, mais n'eut pas l'air de me voir. Elle avait le regard d'une aveugle. La chambre était obscure. Seule la lueur rouge de la veilleuse vacillait à côté de la Vierge. Le vent soufflait par les fenêtres ouvertes. La mèche de la veilleuse crachait et se tordait en brûlant. Des ombres mouvantes, longues et déformées, s'étalaient sur les murs. Le calme était intolérable. À genoux, mains jointes, la vieille priait en remuant silencieusement sa bouche édentée. Je m'agenouillais aussi, comme Peter me l'avait conseillé, et je me répétais machinalement en moi-même. Pater noster, un dindon est ton père, ta mère est une oie, et l'idiot c'est bien toi. Notre Père qui êtes aux cieux, j'entendis soudain ma propre voix qui m'effraya. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jamais ma voix ne m'avait paru aussi étrangère. Brusquement mes dents s'entrechoquèrent, mon corps frissonna, je pouvais à peine poursuivre. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, implora plaintivement la voix inconnue. Elle hésita, suffoqua, un horrible gémissement irrépressible m'échappa et je m'effondrai comme un sac vide. Et pardonnez-nous nos offenses, continua la vieille femme à pleins poumons, comme si elle me donnait la réplique, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sa voix était si onctueusement dévote qu'elle me fit mal. En dépit de mes pleurs, j'aperçus soudain le ridicule de cette situation. Comme si j'étais un spectateur impartial, je me vis vautrer dans mes larmes sur le plancher, à côté de cette vieille femme à demi folle, et l'impudent petit écureuil se mit à rire sous cape et à tirer la langue. Je n'ai jamais beaucoup aimé les scènes touchantes. Je ressentais maintenant ce sentiment écœurant de honte et de dégoût mêlés que j'éprouvais toujours à de pareilles occasions. Le petit écureuil ricana et murmura « Pater noster, un dindon est ton père, ta mère est une oie et l'idiot c'est bien toi. »« Amen » souffla la vieille femme d'une voix d'outre-tombe. Elle se signa, se releva et s'approcha solennellement. « À partir d'aujourd'hui, tu manges de nouveau, dit-elle brièvement. Va-t'en. » J'avais réussi, mais j'étais plus malheureux qu'avant. J'étais abominablement honteux. Jusque-là, du moins, j'avais été son ennemi. Je n'étais plus qu'un mendiant. Elle m'avait tourmenté de bien de façons, mais rien ne m'avait fait souffrir autant que son pardon. J'étais incapable de supporter l'idée que je ne pourrais plus la haïr. « Donnez-moi du travail, s'il vous plaît, » implorai-je, sentant bien que c'était le seul moyen d'en sortir. « Je travaillerai pour le peu de nourriture dont j'ai besoin. » La vieille fit comme si elle ne m'avait pas entendu. « Debout !» ordonna-t-elle avec impatience. « Je t'ai dit t'en aller. » Là-dessus, elle me tourna le dos, s'agenouilla de rechef aux pieds de la Vierge et se remit à prier les yeux clos. Ce soir-là, je mangeai de nouveau avec les autres. J'avais trop de fièvre pour avoir bien faim, mais on ne mange pas uniquement avec son estomac. Qu'après tant de jours de famine, je puisse enfin manger, et du fromage de tête aux oignons par-dessus le marché, cette seule pensée était enivrante. Un petit garçon nommé Istvan était ma victime favorite par ces soirées d'hiver. C'était un gamin doux et gentil, et je le savais bien, mais sa mère éveillait ma colère. Elle était la plus démonstrative de toutes. Il y en avait de tous les genres, des bonnes et des mauvaises, de bienveillantes et de malveillantes. Certains étaient si sentimentales, d'une sensiblerie si douceâtre et écœurante, qu'elles fondaient littéralement à la seule vue de leurs marmots. Mais aucune n'arrivait à la cheville de la mère d'Istvan. Jamais je n'ai vu de femme idolâtrer ainsi son enfant. En secret, Istvan adorait sa mère, mais le pauvre petit n'osait pas le montrer devant moi. Quand il se croyait à l'abri de mes regards, il l'embrassait et la caressait comme un amoureux. Il se donnait de petits noms tendres. La petite servante pépiait interminablement. « Istvan Irkam, Pishtuka, mon cœur, mon petit pigeon, ma fleur »
Et l'enfant, quand il me croyait loin, l'appelait ma douce petite maman chérie tout en or. Tous ces sentiments sirupeux me dégoûtaient. Je pardonnais à Istvan qui n'était qu'un enfant inondé de cadeaux, mais sa mère, une adulte, elle, me semblait une parfaite imbécile au sens plein du mot. Cette petite maman, à vrai dire, n'était pas plus grande qu'une enfant de 15 ans. Elle devait être très jeune. Quand elle gambadait avec son Istvan, on avait l'impression qu'elle aurait eu bien besoin d'une mère, elle aussi. Je ne me rappelle pas très bien son visage, mais je la trouvais très jolie. Cela me troublait, car ainsi que tous les enfants, je croyais à la théorie du noir et blanc. Les bons devaient être beaux, forts et bien portants, et les méchants devaient être laids, malades et repoussants, comme la vieille femme. La tante Rosika appelait cette expansive petite maman « Pirochka chérie ». Le miel coulait de ses lèvres quand Pirochka chérie apparaissait le dimanche. Inutile de dire que cette exquise amabilité était due à une grossière raison d'intérêt. Personne ne payait une pension aussi élevée. Nous le savions bien, car Istvan avait toujours droit à des faveurs spéciales. Pourtant, Pirochka chérie n'était pas la nièce de cardinal. Elle était femme de chambre chez un avocat juif. Mais son Istvan vivait au milieu de nous comme un être d'une caste supérieure. Il jouissait du favoritisme le plus éhonté. Ses portions étaient les meilleures et les plus grosses. Lui seul avait un petit casse-croûte à 10 heures et à 4 heures. Les enfants dormaient tous, hiver comme été, sous la même couverture de cheval, mais Istvan avait un édredon de plumes quand il faisait froid et 3 oreillers d'un bout de l'année à l'autre. Pirochka chérie payait des suppléments pour tout cela et épuisait ainsi ses maigres ressources. Et pourtant, elle ne venait jamais sans un cadeau. Si elle n'avait pas de quoi en acheter un, elle apportait un petit jouet qu'elle avait fabriqué elle-même ou quelques babioles repêchées dans la corbeille à papier de son maître. Elle tricotait pour l'hiver chandails, écharpes, chaussettes et mitaines. Son Istvan avait même des poignets et un serre-tête de laine. Je découvris plus tard jusqu'où pouvait aller l'amour de cette maman miniature pour son Istvan. Avant les vacances de Pâques, le maître d'école avait enjoint aux enfants de choisir un livre qui leur plut et d'en faire un court résumé. Aussi, le dimanche suivant, Istvan informa-t-il sa mère qu'il lui faudrait un livre pour les vacances. « Mon Dieu !» gémit la petite maman, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas un sou, mon joli petit pigeon. » « Ça ne fait rien, dit Istvan pour la consoler. Tu m'en apporteras une la semaine prochaine. Mais ma fleur, je ne serai pas payée avant 15 jours. Eh bien, tu me donneras le livre dans 2 semaines. Je préviendrai le maître. Istvan disait cela parce qu'il était un bon petit garçon. Mais sa mère ne se laissait pas apaiser. Elle pleurait doucement dans son mouchoir. « Oh, mon petit pigeon !» sanglotait-elle. « Les pauvres ne sont pas plus heureux que des bêtes. » Mais le dimanche suivant, elle apporta bel et bien un livre à son Istvan. C'était un splendide volume relié de cuir et portant en lettres d'or le titre « Code civil ». La pauvre femme n'avait pas supporté l'idée que son fils bien-aimé devrait se passer de la lecture ordonnée par le maître d'école. Elle avait donc chippé ce code civil à son patron. « Un livre, c'est un livre, pensait-elle. Il y a beaucoup à lire dans celui-ci, et s'il est assez bon pour un beau monsieur aussi savant que l'avocat juif, il fera l'affaire pour mon fils. » Telle était cette petite maman. Elle aurait volé les étoiles du ciel si son Istvan avait eu besoin de ses corps célestes. Un dimanche, j'entrai dans la pièce tandis que Pirochka chérie berçait son Istvan sur ses genoux comme un bébé. En me voyant, il fut épouvanté et essaya tout honteux de s'échapper des bras de sa mère. Mais elle ne voulait pas le lâcher. « Qu'y a-t-il, mon pigeon ?» demanda-t-elle avec surprise. « Oh, lâche-moi, maman, supplia-t-il. Les autres vont se moquer de moi. Qui se moquera de toi? Béla. Oh, laisse-moi. Béla, répéta-t-elle, et elle m'appela. Béla, viens ici. Je m'approchai d'un air maussade. Dis-moi, pourquoi te moques-tu d'Istvan? Je ne répondis pas, mais je ne baissai pas les yeux comme font les enfants en pareil cas.
Je me tenais devant elle, le menton appuyé contre mon cou, et je la regardais droit dans les yeux avec défi et rancune, comme pour lui prouver qu'il en fallait plus qu'une petite maman pour me faire peur. La jeune femme essaya de m'amadouer. « Ta mère te dorlote aussi, n'est-ce pas ?»« Non, répondis-je avec brusquerie, et je la plantai là. « Attends un peu, Istvan, chéri, pensai-je en rageant. Tu auras une belle volée ce soir. » Tout en jurant tout bas, je passai majestueusement dans la cuisine et m'assis au coin de la cheminée. J'étais furieux sans trop savoir pourquoi. La cuisine et les 2 chambres étaient encombrées de visiteurs. Le brouhaha était pire qu'au marché des chiffonniers. 3 ou 4 femmes parlaient en même temps dans leur jargon dominical, douceâtre et raffiné, à vous rendre enragés. On eût dit qu'elles avaient laissé leur langage habituel dans l'armoire avec leurs vêtements de travail. Je haïssais ces grandes personnes dans leurs beaux habits du dimanche. Je haïssais aussi les enfants. En somme, je haïssais tout le monde par cette haïssable soirée d'un dimanche haïssable. Je tirai mon couteau de poche et me mis à tailler un fragment de bois de saule. Je voulais sculpter un sifflet, je m'y essayais en vain depuis des jours. J'avais à cette époque terriblement envie d'un sifflet. Ce fut d'abord un de ces rêves impossibles, hors de ma portée comme tout ce qui coûte de l'argent. Mais un beau jour, j'appris que l'on pouvait en fabriquer un soi-même. Depuis lors, je n'avais connu ni cesse ni repos. J'étais donc assis au coin de la cheminée, à taillader fiévreusement mon morceau de bois. Soudain, la lame du couteau glissa et pénétra si profondément dans mon pouce que le sang en jaillit avec violence. Épouvanté, je comprimai mon doigt pour arrêter l'hémorragie, mais malgré mes efforts désespérés, le sang continuait à couler avec une force terrifiante. Je ne savais que faire. Je n'avais pas de mouchoir pour bander la plaie. Demander du secours était à la fois inutile et périlleux. J'avais déjà eu un accident analogue, et quand j'avais couru à la vieille femme, sa seule consolation avait été une gifle retentissante. « Pourquoi tu coupais pas ton cou ?» grogna-t-elle. « Ça aurait été une bonne idée, feignant. » Cela m'était arrivé quand je n'avais que 4 ans. Je ne savais pas encore sauver la face. Pour l'instant, le mieux était de ne pas bouger. Mes mains étaient gluantes de sang et ma chemise éclaboussée comme celle d'un paysan qui vient de tuer son cochon. Je ne sais combien de temps je demeurai recroquevillé dans mon coin. Je me souviens seulement que tout d'un coup, une étrange faiblesse m'envahit, ma tête se mit à tourner, mon estomac se révulsa et je me sentis tout étourdi. J'entendis soudain la voix effrayée de Pirochka. « Qu'est-ce que tu as, Béla ?»« Oh, rien, » répondis-je avec lassitude. « Laisse-moi voir. » Elle se pencha vers moi. Quand elle me vit couvert de sang dans mon coin obscur, elle poussa un cri. « Jésus-Marie, qu'est-il arrivé à cet enfant ?» Tout le monde m'entoura m'examinant, poussant des « oh » et des « ah » comme si j'étais un phénomène. J'aurais donné beaucoup plus pour leur cracher à la figure. Pirochka se démenait comme si le feu était à la maison. Elle apporta des linges propres, versa de l'eau tiède dans une cuvette, me traîna hors de mon coin, lava et banda mon pouce. Ensuite, en m'entourant doucement de son bras, elle me mena dans la belle chambre. Elle pria les gens de se lever du divan et me força à m'y étendre. « Te sens-tu mieux, Belouchka ?» pépiait-elle. « Allons, voyons, Belouchka, fais un beau sourire. » Personne ne m'avait jamais appelée Belouchka. Si quelqu'un s'y était risqué, il s'en serait vite repenti. Cette fois pourtant, je laissai faire. Tout honteux, je dus avouer que j'aimais à être ainsi choyée et cajolée, moi qui avais méprisé les autres garçons. Et ce soir-là, je ne battis pas Istvan. Le dimanche suivant était le 1er du mois. C'était donc jour de paye et en pareille occasion, Pirochka arrivait chargée de présents. Ce jour-là, elle avait 4 ou 5 petits paquets pour Istvan. Elle répartissait toujours ses cadeaux en autant de paquets que possible. Chacun d'eux était entouré de plusieurs sortes de papiers différents et de rubans de fantaisie. Cette petite maman était fort avisée et comprenait les enfants à merveille. Istvan, tout excité, ouvrit ses paquets. Je le regardai faire en observant avec envie son visage rayonnant. Mais cette fois-ci, je ne pouvais lui en vouloir et je n'en étais que plus malheureux. Je me sentis envahi d'une tristesse indéfinissable. Je ne pouvais plus supporter ce spectacle et je voulais m'en aller.
Comme j'ouvrais la porte, Pirochka me rappela. « Belouchka, viens ici !» Je m'approchai. « C'est pour toi, dit-elle en souriant, et elle me glissa un petit paquet dans la main. Je la regardai avec stupéfaction. Je ne comprenais pas. Personne ne m'avait jamais offert de cadeau. Sa générosité me faisait peur. « Allons, ouvre-le !» dit-elle en me poussant du coude. « C'est pour toi. » Mes mains tremblaient tellement que j'avais peine à dénouer le joli ruban. Dans le papier, il y avait une petite boîte, et dans la boîte un sifflet, un vrai sifflet de métal. Depuis des mois, je mourais d'envie de posséder pareil sifflet, et voilà qu'il ne me faisait pas plaisir. Dieu sait pourquoi, je me sentis soudain oppressée d'une tristesse indicible. « Tu n'es pas content, Belouchka ?» me demanda-t-elle. « Tu avais tellement envie d'un sifflet. »« Si, balbutiai-je. Je suis très content, petite tante. » Et je faillis éclater en sanglots. « Tu ne disais pas le merci à ta petite tante ?» grinça la vieille. « Tu vois, ça servait de rien, il ne faudrait pas lui donner. » Mon cœur était si plein de gratitude, de larmes et d'émotions que j'aurais voulu baiser la main de Pirochka chérie, mais après les remarques hargneuses de la tante Rosika, je ne pus même pas lui dire merci. Je restai là planté, là, piteux et gauche. Je serrai le sifflet tant convoité dans ma main et je fixai le sol tout embarrassé. Soudain, sans un mot, je fis demi-tour et m'élançai dans la cour. À la fin de juin, Pirochka apparut un dimanche accompagné d'un gros homme grisonnant, doté d'une énorme moustache. Elle le mena solennellement à Istvan. « Voici ton cher papa, Istvan, » annonça-t-elle très excitée, et elle ajoutait d'une voix qui portait à l'autre bout de la pièce. « Baise-lui gentiment la main, mon petit pigeon. » Interdit, Istvan fixait l'homme à la grosse moustache. Il était trop épouvanté pour bouger. Il finit pourtant par obéir à sa mère et par déposer un baiser maladroit sur la main du gros homme. Celui-ci lui tapota gauchement les cheveux, puis il sourit à Pirochka. « Un beau garçon, dit-il avec prudence. » Pirochka s'empara vivement de la grosse patte rouge de l'homme à l'énorme moustache et l'approcha des yeux de son fils. « Qu'est-ce que c'est, Istvan ?» demanda-t-elle d'un ton mystérieux en montrant l'un des doigts de l'homme. « Un anneau, chuchota Istvan mal à l'aise. « Quelle sorte d'anneau ?»« Un anneau de mariage. »« Et ceci ?» demanda-t-elle de nouveau en exhibant cette fois sa propre main. « C'est aussi un anneau de mariage. »« Voilà !» cria Pirochka encore plus fort. Elle jeta un regard circulaire pour s'assurer que chacun l'avait entendu. « C'est que ton père m'a épousée. » Istvan ne fit aucun commentaire. Lui qui débordait toujours d'affection filiale, il restait planté devant sa minuscule maman et son énorme père, tout comme s'il avait fait dans sa culotte. L'homme à la grosse moustache s'assit sur le banc et attira l'enfant entre ses genoux. « Et maintenant, Istvan, tu vas vivre avec nous, » dit-il. « Cela te plaît, mon garçon ?» En silence, Istvan hocha sa tête de petit moineau effarouché. La vieille fit alors son apparition et éclata en larmes amères lorsqu'elle apprit ce qui se passait. Ce désespoir à coup sûr était d'origine vénale, car elle perdait ainsi son meilleur pensionnaire. Mais elle réussit à se montrer aussi onctueuse qu'il convenait. Elle s'adressa à Istvan une pieuse admonestation. « Cher petit, lui dit-elle, donne les merci à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il aidait les pauvres enfants comme de toi. »« Amen, » soupira Pirochka toute heureuse, et elle s'essuya les yeux. J'observais la scène adossée contre un arbre, le cœur battant. Pirochka m'avait tout à fait oublié. En vain je m'efforçais d'attirer son attention en allant et venant dans la cour. Elle était bien trop absorbée par son petit bonheur tout neuf. Ainsi c'était là tout ce que valait notre fameuse amitié. D'où Jésus. De nouveau je me trouvais seule, sans espoir. Il me semblait que l'homme à la grosse moustache était assis, non sur le banc, mais sur ma poitrine. Le temps passait, les visiteurs commençaient à s'en aller, la nuit tombait.
On avait déjà apporté le petit sac d'Ishtvan. Soudain, dans le brouhaha des adieux, Pirochka se souvint de moi. « Bilouchka, me dit-elle tout émue, nous emmenons Ishtvan. » Je fis un signe d'assentiment. Je n'osais pas la regarder. Je fixais le vide en me mordant la lèvre tant j'avais peur d'éclater en sanglots. « Sois bien sage, Belouchka, ajouta-t-elle avec une vraie tendresse. Le Dieu Tout-Puissant t'aidera toi aussi. Là-dessus, elle me prit dans ses bras et me donna un long baiser. Seigneur, j'aurais voulu lui dire tant de choses à cet instant déchirant. Je voulais la remercier d'avoir été si bonne pour moi, d'avoir bandé mon pouce, de m'avoir donné un sifflet, d'avoir fait des pâtés avec moi le dimanche après-midi et de s'être glissée sous le divan dans le cabinet du dentiste. Et j'aurais voulu lui dire 1000 autres choses encore, de ces choses qui ne peuvent s'exprimer, mais j'avais le cœur si gros que je craignais en prononçant un seul mot de faire déborder cette source jaillissante de larmes amères. « Merci, bégayai-je, je ne pus rien ajouter. « Merci de quoi, Belouchka ?» me demanda-t-elle avec étonnement. « Le sifflet, petite tante Pirochka, balbutiai-je, et je m'enfuis car je ne pouvais plus contenir mes pleurs. Mais quand ils s'en allèrent, je leur emboîtai le pas furtivement. Je les suivis de loin, prenant grand soin de ne pas me montrer. Je n'avais aucune envie de leur parler. Dieu sait pourquoi je les filais ainsi. Je les observais à distance tandis qu'ils descendaient la grande rue. La minuscule maman était à gauche, le père gigantesque à droite, et Ishtvan se trouvait au milieu, donnant la main à chacun de ses parents. C'est ainsi que se termina ma famélique idylle avec Pirochka. Je ne l'aurais vu plus jamais. Mais une fois encore, ils me mirent les larmes aux yeux. Ishtvan m'envoya une belle carte postale illustrée portant « Meilleures amitiés Ishtvan K. » Il n'en disait pas plus, mais c'était assez. Je savais qu'il s'appelait autrefois Ishtvan C. Sur cette carte, il avait signé le nom de son père pour la première fois peut-être. Il n'était plus un bâtard. Le respect de la vérité historique m'oblige à dire que Gergely dut déchiffrer à ma place la carte d'Ishtvan, car je ne savais ni lire ni écrire, bien que j'eusse déjà 9 ans. 3 ans plus tôt, je m'étais fièrement dirigée vers l'école avec les autres enfants le jour de la rentrée, mais la vieille m'avait rattrapée par l'oreille. « Et puis quoi encore, gibier de potence ?» mugit-elle scandalisée. « Ta sale putain de mère me payait pas un sou dans 2 mois et tu voudras aller à l'école? Tes yeux ils devraient sortir de ta tête. Ça te suffira pas que tu mangeais mon pain? Le diable il t'emporte avec ton grand ventre. Maintenant tu voudras aller à l'école sur mon argent? » Je ne m'attendais pas à ce coup. Le grand désir de mon enfance misérable avait été d'aller en classe. Mais à l'automne de 1922, la chance tourna enfin. Un jour où j'errais dans les champs, le gardeur de cochons me héla. « Eh bien, petit, quand vas-tu à l'école ?»« Le 30 février à minuit, » répondis-je avec mon habituelle insolence. « Tu n'as pas encore eu d'amende ?»« Moi, pourquoi donc ?»« Pas toi, je veux dire la tante Rosica. »« La vieille? Mais pourquoi aurait-elle une amende ?»« Parce qu'elle ne t'envoie pas en classe. » Je dressai l'oreille aussitôt. « Est-ce qu'on punit les gens pour ça ?» demandai-je en essayant de cacher mon trouble. « Bien sûr, les enfants doivent aller à l'école, même les enfants pauvres. »« Mais oui, les enfants pauvres, les enfants riches, c'est tout pareil aux yeux de la loi. » J'avais du mal à comprendre. « Tout pareil ?» répétai-je stupéfait. « C'est vrai, oncle Janusz ?» Le vieillard me regarda avec surprise. « Ça t'étonne tant que ça, mon petit ?» « Je ne le savais pas, » murmurai-je. Enfin, je me trouvai face à face avec l'illustre instituteur. Il était à table, sans col et en manche de chemise, à festoyer avec du jambon au paprika. « Eh bien, qu'y a-t-il, mon garçon ?» me demanda-t-il d'un ton amical tout en avalant un verre d'eau-de-vie.
J'ai l'honneur de vous informer, attaquai-je en tremblant un peu, que j'ai une requête très importante à présenter à l'illustre maître d'école. Parfait, vas-y. J'ai l'honneur de vous demander respectueusement de me permettre d'aller en classe, illustre maître d'école, expliquai-je en me mettant au garde à vous. L'instituteur me regarda étonné. Quel âge as-tu, mon petit? Bientôt 10 ans, j'ai l'honneur de vous informer. Mais pourquoi diable ne viens-tu pas en classe? J'ai l'honneur de vous informer parce qu'on ne veut pas me laisser. On ne veut pas? Qui ça? Ton père? Je me sentis rougir. Je n'avais pas prévu cette question. Je restai planté là pendant quelques secondes, les poings serrés et le cœur battant. Je finis par trouver une réponse et je murmurai d'un ton évasif. Ma mère travaille à Budapest, j'ai l'honneur de vous informer. Avec qui habites-tu ici? Avec la tante Rosicop, balbutiai-je. Et pourquoi la vieille femme t'empêche-t-elle d'aller à l'école? Parce qu'elle dit que ma mère ne paye pas régulièrement et qu'il me faut travailler pour mon entretien. Pourquoi te faut-il travailler? Parce que je mange, s'il vous plaît, honorable maître d'école. L'honorable maître d'école hocha la tête en silence et jeta un long regard significatif à l'épouvantail qui se tenait derrière moi appuyé contre une armoire ancienne. Ce n'est pas parce que je suis pauvre honorable maître d'école que je m'attends à être instruit gratis. Tiens, tiens, sourit l'instituteur. Alors, tu veux payer pour ça, mon garçon? C'est bien ça, pensai-je. Il sourit dès qu'il est question de payer. J'ai l'honneur de vous informer, illustre maître d'école, je n'ai pas d'argent liquide, mais je suis robuste, tâtez mes muscles. Je travaillerai pour mon éducation. L'instituteur regarda de nouveau sa sœur, mais cette fois en souriant. Que feras-tu? Me demanda-t-il. Je travaillerai, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi travailleras-tu? Pour le prix d'une petite éducation, s'il vous plaît, honorable maître d'école. Là-dessus, l'épouvantail éclata de rire. Que la peste l'étouffe, pensai-je. C'est facile de rire, c'est bien facile de mépriser le travail d'un petit garçon quand les gens riches ne donnent presque rien même aux adultes. Si vous ne voulez pas de mon travail, j'ai l'honneur de vous informer, alors je demanderai à quelqu'un d'écrire à Miklos Horthy. Et c'est une de si belles lettres, monsieur, je l'ai là dans ma tête, que Miklos aura pitié de moi et qu'il payera mon éducation. Sur ce, l'instituteur éclata de rire à son tour. Ne croyez pas, monsieur, que je m'attende à ce que Miklos Horthy fasse ça pour rien, lui non plus. Vraiment? Gloussa le maître d'école. Et comment te proposes-tu de rembourser cet argent à son Altesse Sérénissime le Régent? Eh bien voilà, expliquai-je. Quand je serai grand, je pourrai me faire soldat ou servir le pays de quelque autre façon. Je vous demande pardon, honorable maître d'école, mais bien sûr aucun bon chrétien ne peut refuser un peu d'instruction à un pauvre enfant. Les larmes me montèrent aux yeux. Viens ici, mon garçon, dit alors l'instituteur, et il me prit entre des jambes solides et fortes. Ainsi tu veux aller en classe à n'importe quel prix? Oui, honorable maître d'école, pleurnichai-je entre deux sanglots. Ayez pitié d'un pauvre enfant, s'il vous plaît. Bien, bien, cesse de brailler, me dit-il gentiment en me pinçant la joue. Va dire à la vieille femme de se présenter ici avant demain midi. Je le souffle coupé. Je ne peux pas lui dire ça, honorable monsieur, s'il vous plaît. Tu ne peux pas? Non, j'ai l'honneur de vous informer, la vieille me tuerait. Elle te tuerait? Le maître d'école sourit. Oui, monsieur, répondis-je avec conviction, et j'observai son visage de près. Alors j'irai lui faire une petite visite, dit-il. Attends un instant, mon garçon. Et il passa dans la chambre à côté pour achever de s'habiller. Plein de méfiance et de doute, je trottai auprès de ce grand bonhomme aux longues jambes. Quel genre d'homme est cela? Me demandai-je. Pourquoi fait-il tout ça pour moi? Qu'a-t-il à y gagner? S'il m'avait dit « Très bien, tu peux travailler pour payer ton instruction, mais il te faudra trimer comme une bête, car on n'a rien pour rien », j'aurais été le garçon le plus heureux de la terre.
Mais ainsi je n'avais pas confiance en lui. Je commençais à redouter ce mystérieux instituteur. Il m'était impossible de comprendre pourquoi un homme, bien mieux, un monsieur, affrontait le vent, la pluie et la boue à l'heure même de la messe et se rendait à l'autre bout du village pour les beaux yeux d'un petit misérable garçon qu'il ne connaissait même pas. D'où Jésus, pensai-je, il y a quelque chaudron de sorcière caché dans le crâne de ce savant monsieur. Soudain, on entendit un vacarme insensé. Je retins mon souffle et j'écoutai, mais à part les jurons et les blasphèmes du maître d'école, je n'y distinguai pas ce qui se disait. Puis la porte s'ouvrit brutalement et le grand bonhomme bondit au dehors en tempêtant. « Hé, là-bas » mugit-il vers moi, « si tu n'es pas en classe demain matin à 8 heures, je te casse les reins, compris ?» Si je comprenais, ces menaces me rendaient 1000 fois plus heureux que ne l'avait jamais fait une bonne parole. Je claquai militairement mes talons nus et boueux et je répondis avec une discipline toute militaire. « Oui, monsieur l'honorable maître d'école. » Mes yeux s'emplirent de larmes comme ceux d'une vierge après le baiser des fiançailles, et je me sentis vraiment promis au bonheur. C'est alors que je reçus par derrière une taloche si violente que mon nez se mit à saigner. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir qu'elle venait de la vieille femme, et je m'enfuis à toutes jambes. J'étais fou de joie, et ce coup m'importait peu. Je courus jusque dans les champs boueux, où je gambadai comme un poulain échappé. « J'irai à l'école !» criai-je dans le silence de l'automne. « J'irai à l'école !» De ce jour, j'eus réellement le sentiment d'être promis au bonheur. Les 4 années suivantes, je reçus le prix d'honneur le jour des Saints Pierre et Paul. J'avais 14 ans. Je possédais 5 recueils de contes de fées reliés avec luxe, mais je n'avais pas de chaussures. Jusque-là, j'avais toujours réussi à l'approche de l'hiver à me procurer quelques vieilles paires de godasses. Mais cette année-là, je trottais encore pieds nus à la Noël. Depuis l'automne, ma mère était malade à l'hôpital à Budapest, et notre village était si appauvri que le moindre cutéreux était heureux d'avoir de vieux souliers ou de bottes déchirées. Dans notre misérable hameau, il n'y avait pas de godillots assez dépenaillés pour que leur possesseur désirât s'en séparer. C'était un hiver des plus noirs, bien que depuis octobre la neige recouvrit le pays. Elle était si épaisse que nous étions coupés du reste du monde. Les services ferroviaires étaient suspendus. Cela d'ailleurs ne gênait guère les paysans, personne n'avait d'argent pour voyager. Fini la période d'inflation qui avait apporté tant de profits aux fermiers. Disparus les millions papiers, les meubles, les pianos, les phonographes inutiles et acquis si aisément. Les petits propriétaires parlaient de ces jours passés comme d'une époque de légende trop belle pour être vraie. « Ah, au bon vieux temps de l'inflation !» soupirait-il rêveusement. Mais les pauvres n'évoquaient pas de souvenirs nostalgiques. Ils avaient souffert durant l'inflation tout comme avant et pendant la guerre. La seule différence à leurs yeux, c'est qu'au retour de l'armée, ils avaient pu porter leur uniforme qui depuis lors était usé et en lambeaux, comme toute chose d'ailleurs au cours des 20 dernières années. Fini la guerre, la royauté, la république, la commune, la terreur blanche. « Bah !» disait avec un haussement d'épaule le misérable paysan, « aucun miracle ne dure plus de 3 jours. » Le malheureux se résignait à tout et ne croyait à rien. D'ailleurs, personne ne pensait à lui sauf en temps d'élection. Et même alors, c'était surtout les gendarmes qui s'en occupaient. Non qu'il y ait eu beaucoup de fil à retordre dans notre village, les pauvres gens gardaient leurs opinions pour eux. Ainsi, ils n'avaient pas d'ennui et d'ailleurs, parler ne menait à rien. Quelques sectes religieuses avaient bien surgi çà et là, mais leurs adeptes se recrutaient surtout parmi ceux dont la raison avait souffert du choc de tant d'événements historiques. La plupart des paysans évitaient les églises et lorsqu'ils réfléchissaient, c'était un problème de remplir leur estomac. Les villages voisins qui appartenaient à la Hongrie depuis un millier d'années
avaient été rattachés à des pays étrangers. Vos parents, vos fils et vos filles, qui ne parlaient que le hongrois, étaient devenus du jour au lendemain des Tchécoslovaques, des Roumains, des Yougoslaves ou des Autrichiens. Vous ne pouviez même pas cracher à votre guise. Il fallait un visa de crainte que votre jet de salive n'atterrisse sur un sol étranger. Avec le temps, on s'y était aussi habitué. L'irrédentisme avait passé comme le reste. Tout passait dans notre maudit village. Notre petit monde glacé gisait sous la neige, et cela passerait aussi avec le printemps. Le calme et l'ordre régnaient, l'ordre et le calme d'un cimetière. Chaque paysan avait toute sa famille, s'enfermait dans sa tanière comme l'ours en hiver. Personne ne quittait le gîte et la mauvaise saison, sauf ceux qui essayaient en vain le plus souvent d'obtenir des secours. Pourquoi bouger? La marche et l'air froid excitaient l'appétit. Le poêle et le fourneau restaient vides et inutiles dans la plupart des foyers. Bientôt les petits-enfants demanderaient à quoi ils servaient. Et pourtant, à moins d'un quart d'heure, s'élevaient les forêts du comte. Il y avait là assez de bois pour faire fumer toutes les cheminées du village pendant plus de 100 ans. Mais les arbres appartenaient au comte, dont les ancêtres avaient reçu cette terre des Habsbourg, compris de leur trahison, tandis que les ancêtres des paysans étaient morts pour la mère patrie sans demander de récompense. La tante Rosicom m'avait défendu d'aller en classe, mais en dépit du froid, je m'y rendais chaque jour. Si je ne suis pas mort de pneumonie, c'est grâce à ma santé de fer et à la presse hongroise. Non que la presse hongroise s'intéressât particulièrement au sort d'un pauvre petit paysan comme moi, mais chaque matin je m'enveloppais les jambes de journaux, et les journaux, quoi qu'on y imprime, vous tiennent joliment chaud. Je taillais un morceau de bois en forme de semelle, j'attachais le tout autour du mollet avec une ficelle, et je m'acheminais tant bien que mal vers l'école, à travers la neige où l'on enfonçait jusqu'aux genoux. Les jours passaient si lentement qu'il paraissait immobile. On avait l'impression que le temps ne coulait plus, qu'il avait été suspendu à cause de la neige, comme le petit train local. J'étais sur le quai lorsqu'arriva le train d'1h30, mais je ne vis pas ma mère. J'étais là, solitaire, au milieu des voyageurs bruyants et agités. J'écarquillais les yeux, la gorge serrée. Je ne l'avais pas vue depuis 8 ans et je ne réussissais pas à me rappeler ses traits. Peut-être ne m'a-t-elle pas reconnu non plus, me dis-je pour me rassurer. Je m'assis sur un banc et j'attendis. Elle me reconnaîtra sûrement quand tous les voyageurs seront partis, pensai-je. Mais la foule était plus dense qu'à l'accoutumée à cause des vacances de Noël. Les membres de l'aristocratie villageoise se pavanaient sur les quais, accueillant des amis d'un air solennel ou bavardant en groupe. La jeunesse dorée exhibait ses beaux habits en faisant montre d'une grosse gaieté de circonstance. Les filles pouffaient comme si on les chatouillait. Au sein de toute cette allégresse, j'étais assis sur mon banc, seul, mon maigre bagage sur le genou. Le cœur battant, je dévisageais les passants. De toutes ces femmes, laquelle est ma mère? Quand une femme simple d'aspect citadin me jetait un coup d'œil, mon cœur battait plus vite. Chaque fois, je pensais que c'était ma mère, et de nouveau, j'avais peur de la revoir. Mais chaque fois, la femme poursuivait son chemin, et je recommençais à trembler. Et si ma mère ne venait pas, et si je devais rester là après tous ces adieux? À 2 heures, mon train entra en gare. Il y eut un tumulte soudain, comme les uns montaient bien vite dans les wagons et que les autres se regroupaient au-dessous des portières, en criant à ceux qui partaient les habituelles fadaises. Je fus pris d'une vraie panique. C'est alors que j'aperçus une femme habillée comme à la ville, qui m'avait déjà examiné à plusieurs reprises, tout en se promenant sur le quai avec nervosité. Je sus aussitôt que c'était là ma mère. Je fis semblant pourtant de ne pas la remarquer. Je fixai mes yeux au loin, feignant l'ennui, tandis qu'au bruit de son pas qui s'approchait, le son tintait à mes oreilles. Elle se trouvait déjà devant moi, que je ne la regardais toujours pas. Mais j'entendais sa voix qui paraissait venir d'un autre monde. « N'es-tu pas Béla R, mon petit ?»
Je sautai sur mes pieds et me mis au garde à vous, comme on le fait devant les gens distingués. Oui, madame, répondis-je militairement. La femme me dévisageait toujours. Est-ce que tu ne reconnais pas ta propre mère? Me demanda-t-elle avec un faible sourire. Tu ne m'as pas reconnu non plus? Répondis-je les yeux baissés, et j'essayai de sourire moi aussi. La femme resta ainsi un instant sans bouger. Je m'aperçus qu'elle aussi était émue. Mais elle dit seulement « Mon Dieu, comme tu as grandi !» Après quoi, nous ne sûmes plus que dire ni l'un ni l'autre. Nous nous regardions en silence. Il me sembla tout à coup que je la reconnaissais après tout. Elle a vieilli, pensai-je. Ma parole, c'est une vieille femme. Je sais maintenant qu'elle avait alors 31 ans. Eh bien, allons-y, dit-elle enfin, et elle se dirigea vers le train. Nous montâmes en voiture. Autour de nous, les gens se disaient adieu bruyamment. Les uns pleuraient, les autres riaient. Nous étions les seuls à rester impassibles, tel un vieux couple en regardant par la fenêtre. Il neigeait de nouveau. « L'hiver est bien rude cette année, dit ma mère. « Oui, madame, répondis-je très rude. Là se borna notre conversation. Elle ne me posait pas de questions et je n'avais rien à lui dire. Nous observions en silence la neige qui tombait. Le maître d'école nous avait un jour conté l'histoire des œufs de Pâques du bonheur. Dieu avait caché le bonheur dans le monde entier, tout comme nous cachons à Pâques des œufs coloriés. C'est pourquoi les hommes courent éternellement de ville en ville, de pays en pays, sur terre, sur mer et dans l'air, cherchant en vain leur bonheur caché. Ce conte me revint à l'esprit, et soudain il me sembla inexplicable, honteux, terrible d'avoir ainsi gaspillé 14 années dans ce hameau perdu, alors que j'avais tant de choses passionnantes à faire aux 4 coins du monde. Je revis le globe terrestre de l'école, où ne figurait même pas le nom de notre village, où la Hongrie n'était qu'une petite tache rose sur la carte de l'Europe, et où l'Europe n'était pas bien grande non plus à côté du reste du monde. Où pouvait bien se cacher mon bonheur? Où le trouverais-je? Dans quelle ville, dans quelle contrée, au-delà de quel mystérieux océan? Le pauvre petit garçon de l'histoire avait dit « On ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Je pars tout de suite et je le trouverai. » Et je me répétais ce même serment. Aussitôt, Budapest m'apparut comme une simple étape de mon long voyage, pas plus importante que l'embranchement où j'allais changer de train et prendre la grande ligne. J'étais envahi d'une angoisse heureuse, d'une curiosité délicieuse et torturante. J'aurais voulu cingler le train pour le faire aller plus vite et lui crier des injures comme un cocher ivre. Je n'ai pas un moment à perdre, pensai-je. Le bonheur m'attend quelque part et il me faut rattraper ces 14 années que j'ai gâchées de façon impardonnable. Ma mère me poussa de coude et me tira de mes rêves. « Viens, me dit-elle, c'est ici qu'on change et qu'on prend le grand train. » Lorsque ma mère aperçut la dame du train, elle sauta sur ses pieds, se précipita vers elle et lui baisa les mains tout en l'inondant de compliments. La dame arbora un sourire enchanté, mais il me parut que les effusions de ma mère l'importunaient. Au bout d'un instant, elles m'appelèrent et ma mère me présenta à la dame et à son fils aux beaux habits. « Vois-tu, gazouilla-t-elle, j'ai été la nourrice de ce beau jeune homme après ta naissance. » Je regardai le beau jeune homme, mais pardieu, je ne lui trouvai rien de beau. C'était un grand dadais tout chétif. Je n'en aurais fait qu'une bouchée. Et c'est cela qui m'a privé du lait de ma mère, pensai-je. La dame jeta vers notre compartiment un coup d'œil malheureux. « Venez un moment vous asseoir en 2e classe avec moi, dit-elle. Je ne peux pas supporter cette infecte odeur des 3e. » Ma foi, l'odeur des secondes était plus agréable en effet. Le wagon était si magnifique que les yeux m'en sortaient de la tête. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Au lieu des bancs de bois sales et durs, il y avait de jolis petits coussins d'un velours bien douillet, comme le fauteuil du maître d'école. Je n'avais jamais admiré les gens riches, mais j'imaginais qu'ils devaient être d'une meilleure étoffe que des pauvres hères comme nous,
tout juste comme les vêtements les plus chers sont d'un drap plus fin. Et maintenant je voyais mon erreur. Ainsi, ce sont là les gens qui nous privent de tout, même du lait de notre mère, pensai-je. Pourquoi? Mais pourquoi donc? De quel droit? Mon cerveau est plus vif, ma science plus grande. Quant à mon poing, j'ai failli éclater de rire. Une seule de mes taloches et le beau jeune homme, Dieu le bénisse, serait ramassé à la petite cuillère par sa mère à l'opulente poitrine. Je saurais me défendre à l'occasion contre ceux de son espèce. Le diable les emporte. Si jamais j'avais redouté cet avenir inconnu, mes craintes s'envolèrent comme poussière au vent. Qu'avais-je à perdre? Rien. Devant moi, le monde entier. Après moi, le déluge. Budapest était blanche et irréelle comme un hiver de conte de fées. Pas un souffle de vent dans les rues. La ville entière semblait retenir son haleine. De gros flocons de neige étincelants de diamants flottaient rêveusement, et mon imagination enfantine voyait des castels enchantés à travers la brume laiteuse. C'était la veille du Nouvel An la plus belle que j'aie jamais vue. Je pensais aux contes de fées de mes prix d'honneur, d'étranges, de mystérieux véhicules glissaient à nos côtés dans la neige, des limousines seigneuriales, de prestes petits fiacres, de gros autobus pesants, tout illuminés au-dedans, et par-ci par-là, un traîneau dans le tintement argentin des clochettes. De brillantes lumières et de la musique tzigane filtraient des cafés, et l'arôme traditionnel du porc rôti chatouillait mes narines. Des dames et des messieurs magnifiquement habillés passaient en se hâtant. Les joues des dames étaient de porcelaine, la neige scintillait dans leurs cheveux, leurs robes du soir apparaissaient sous les fourrures, la plupart des messieurs étaient en noir. Tout le monde semblait heureux. Des bouffées d'un air chaud et enfumé et des lambeaux de musique nous parvenaient quand les gens pénétraient dans un café ou dans une boîte de nuit. Et tel le petit vagabond du conte de fées, je sentais que j'avais été effleuré par le souffle de la jeunesse éternelle. Le Danube semblait un grand chemin silencieux et recouvert de neige. Nous traversions le pont de la Chaîne pour aller à Pest. Soudain, ma mère s'arrêta court. « Regarde ça !» me dit-elle comme si la ville lui appartenait et qu'elle voulait me la vendre avec un gros bénéfice. La première fois que le prince de Galles a vu ça, poursuivit-elle d'un ton d'orgueil, on dit qu'il en était bouche bée et qu'il est resté planté là à regarder sans mot dire. Je ne savais rien du prince de Galles, mais certes j'ouvris tout grand les yeux et la bouche. Je ne cessai de promener mon regard de Pest à Bouda et de Bouda à Pest. Elles s'étreignaient au-dessus du Danube de leurs ponts gracieux et éblouissants. Sur la rive droite s'étalait Bouda, pareil à une femme qui s'étire avec nonchalance sur des collines douces et arrondies, tandis que Pest, son pudique amant, reposait sur la rive gauche en clignant de ses myriades d'yeux. Cette scène me paraissait une image de livre illustré. Des lumières mystérieuses brillaient dans la nuit immaculée, touchant d'un rayon laiteux une statue au flanc de la colline, puis une église plus bas près de l'eau. Les ruines d'une ancienne forteresse scintillaient sur le mont Saint-Gellert. Au-delà, sur la colline du château, s'élevaient de vagues de fantastiques tourelles blanches. Je ne m'expliquais pas ce que c'était. Le bastion des pêcheurs, m'expliqua ma mère, et là-bas le palais royal. Les yeux me sortaient de la tête. À travers l'opaque rideau de neige, le palais royal, dans le halo doré de ses projecteurs, m'apparaissait si irréel que je ne pouvais croire qu'il fût habité. Ces dômes neigeux surmontaient la fête de la colline comme le sucre glacé d'un gâteau de fête. C'était ainsi que je me représentais le royaume des fées quand j'étais petit. Seul ce pays des merveilles pouvait être aussi beau. Soudain, derrière nous, une voix rauque grogna. « Qu'est-ce que vous faites à traîner ici ?» Je me retournai effrayé.
Je vis un homme avec une énorme moustache vêtu d'un uniforme noir et d'un casque d'argent. Un sabre pendait à son côté, un étui à revolver était accroché à sa ceinture. Il portait des gants blancs et des bottes éblouissantes comme un conte. Il laissa tomber sur le bras de ma mère sa main gantée de blanc et lui donna une bourrade. « Circulez !» grommela-t-il. « Défense de stationner ici. » Ma mère ne répondit pas, mais se mit en marche de toute la vitesse de ses jambes. Je courus après elle. « Pourquoi ce soldat t'a-t-il chassé de là ?» lui demandai-je dès que nous fûmes assez loin pour n'être pas entendus. Ma mère sourit. « Ce n'est pas un soldat, c'est un agent de police. »« Bon, bon, » marmottai-je avec irritation, blessée par cette atteinte à ma dignité. « Entendu, c'est un agent de police. Pourquoi t'a-t-il chassé? Il croyait sans doute que j'allais me jeter à l'eau. »« Mais pourquoi faire ?» dis-je ébahi. « Pour la même raison que les autres, je suppose. Il y a tant de gens qui se jettent à l'eau ces temps-ci qu'il a fallu mettre des factionnaires de renfort à tous les ponts. Le journal dit qu'il y a plus de suicides ici que dans n'importe quel coin du monde. » Szomorú vasárnap 100 fehér virággal vártalak kedvesen templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküled visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú vasárnap, utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el. Pap is lesz, koporsó, ravatolt gyászlepel. Akkor is miránk vár virág és koporsó, virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, holtan is általak. Utolsó vasárnap.